Notre invité ce soir, c'est le coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité, PPI, Abel Rezoui Badassé. Bonsoir, monsieur Badassé. Bonsoir, monsieur Samuel. Avec vous, le thème Togo, qu'on va aborder les conditions de succès de la feuille de route de la CEDEAO. Vous avez donc, au niveau de votre parti, pris connaissance de cette feuille de route. On a même lu le communiqué de votre parti. Est-ce que pour vous, la feuille de route de la CEDEAO est accueillie favorablement au niveau du PPI? Bien, et cette feuille de route est accueillie avec une choix au niveau du PPI. C'est tout ce qu'on pouvait attendre de la CEDEAO comme recommandation. Mais néanmoins, le parti PPI du Peuple et d'Intégrité a tenu à relever quand même quelques, je dirais, insuffisances au niveau de ces recommandations. Et nous avons porté cela dans notre communiqué. Donc, dans l'ensemble, c'est ce que nous attendons quand même au niveau des recommandations de la CEDEAO. Alors, est-ce que vous pensez quand même que cette feuille de route est parfaite ou c'est un document qui peut quand même lancer le Togo sur la voie de la résolution de la crise? Non, je pense que c'est un document très essentiel qui doit guider aujourd'hui. Ça sert de repère maintenant aux acteurs politiques et à pouvoir conjuguer leurs efforts pour sortir le Togo de cette crise qui n'a fait que trop durer. Même si pour nous, au PPI, nous avons quand même certains éléments à relever au niveau de cette feuille de route, nous pensons que c'est devenu désormais un repère pour les acteurs politiques de notre pays. La CEDEAO aurait-elle pu mieux faire? Elle aurait pu mieux faire. Je pense que c'était l'essentiel. Elle ne pouvait pas aller au-delà de ce qui a été fait. Mais vous parlez d'insuffisance. Oui, effectivement, il faut noter certaines insuffisances par rapport à la date. Je ne sais pas si c'est une date indicative ou bien c'est une date contraignante. C'est ce que semble dire un certain nombre d'acteurs de la société civile, pour nous, des acteurs politiques qui disent que c'est une date probablement indicative. Pour nous, au Parti du Peuple et d'Intégrité, bon, je pense que le 20 décembre est une date trop proche et que techniquement, nous pensons que c'est impossible de pouvoir organiser les élections législatives à cette date, vu que la crise qui est née depuis le 19 octobre a été une crise très profonde et qu'il faille désormais s'asseoir pour pouvoir calmer les cœurs et aller aux réformes avant de pouvoir aller à ces élections. Et en 5-6 mois, je pense que ce n'est pas évident pour nos pays. Est-ce qu'il n'y a pas des pays qui connaissent des situations un peu pires que celle du Togo, mais qui votent quand même? Vous avez vu le Mali qui est allé voter, malgré la présence des djihadistes. C'est vrai, le Mali, la condition du Mali aussi est autre que celle du Togo. Au Togo, ici, les crises ont été récurrentes. Et pour nous pensons qu'il faut saisir cette occasion pour résoudre le problème togolais à fond. Et nous ne souhaitons pas que directement qu'on puisse précipiter les choses, aller aux élections le 20 décembre et au sortir de ces élections, encore les mêmes problèmes ressurgissent. Non. C'est ça notre crainte. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une manière de mettre un peu la pression sur les acteurs pour aller très vite? Parce que vous savez que les politiques sont aussi très coutumiers du fait de faire traîner les choses. Bon, au fait, quelle pression sur les acteurs politiques alors qu'on sait que si réellement nous voulons organiser les choses de cette manière, il y aura toujours des contestations. Le PPI n'est pas le seul parti aujourd'hui qui pense que cette date-là est une date indicative et trop rapprochée. Mais je pense que plusieurs partis politiques de l'opposition et puis certains acteurs aussi de la société civile ont évoqué le même problème. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le dialogue est permanent. Tel que la CEDEAO l'a souhaité, le dialogue est permanent. Et avec l'appui du comité de suivi et puis l'appui technique de la CEDEAO, je pense que au fur et à mesure que nous allons mettre en œuvre cette feuille de route, nous allons constater que cette date n'est qu'une date indicative. Alors, quand vous dites que cette date est trop rapprochée, alors ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est que les tâches à faire sont trop nombreuses avant le 20 décembre? Avant le 20 décembre, les tâches sont énormes. Je pense, et prenons simplement le cas du fichier électoral qu'il faut revoir de fond en comble. Et le problème du fichier nous tient tellement à cœur. D'ailleurs, permettez-moi de rappeler que nous, les acteurs politiques, on a commis une erreur depuis le 19 août. On ne s'est pas entendu jusqu'à ce que la CEDEAO ne prenne notre dossier en main. On pouvait s'entendre sur l'essentiel. Je pense que nous avons laissé une occasion passer le 5 septembre lorsque le gouvernement avait présenté son projet de loi à l'Assemblée. On devait saisir quand même cette occasion pour aller vite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a obtenu? Plus que ce qu'on a offert le 7 septembre. Je pense que c'était la même chose. Donc, on aurait pu faire alors économie de tous ces morts, de toutes ces gymnastiques et aller rapidement en saisissant l'occasion qui a été offerte le 5 septembre et obtenir les réformes. Aujourd'hui, la CEDEAO devait revenir seulement sur autre chose. Bien.
Ce que nous pensons au niveau du fichier électoral, nous devons réellement refondre ce fichier électoral, revoir de fond en comble tout ce qu'il y a comme doublon pour que ce fichier soit un fichier consensuel, accepté par tout le monde, qui ne comporte pas d'erreur, afin qu'au sorti des élections bon, si ça se fait en décembre, alors pour la présidentielle que personne n'a encore à reprocher. Est-ce que en Afrique, la question même du fichier, quand on parle de fichier propre, est-ce que ce n'est pas un leurre? Quand on sait que même l'état civil n'est pas à jour, comment veut-on avoir un fichier qui soit propre? Voilà pourquoi au PPI, nous disons que le problème du fichier doit être attaqué à fond. D'abord, nous n'avons pas un état civil fiable. Les gens naissent, ils ne sont pas enregistrés. Les gens décèdent, on n'enregistre pas. Donc, ça, c'est pas la faute des autorités. Mais je pense que c'est, en fait, la sensibilisation. Dans les quartiers, quand les gens meurent, c'est aux parents de la défunte. Combien de Togolais savent? D'aller déclarer. Combien de Togolais savent aujourd'hui que lorsque quelqu'un décède, il faut déclarer ce décès? Ils sont peu ces Togolais qui le savent. Donc, je pense que la question revient encore aux autorités de sensibiliser les populations par rapport à cette question. Mais si aujourd'hui, les gens savent seulement qu'il faut déclarer la naissance, on ne sait pas que lorsque quelqu'un décède, même ça, les gens savent, mais ils ne déclarent pas. Ça fait que la question, elle est plus profonde qu'on semble. On semble peut-être un peu trop politiser la question du fichier. Mais tout compte fait, c'est que l'État est en train de concevoir ce problème comme c'est une faveur qu'on accorde aux citoyens, le fait de leur accorder, de leur délivrer l'acte de naissance ou bien l'acte de nationalité. Non, mais c'est des droits. L'acte de naissance est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. Donc, on ne peut pas dire est-ce que les services aujourd'hui... que c'est comme une faveur. Regarde, les services... ils déclarent leur enfant, 2 ou 3 jours après, ils viennent retirer la pièce sans les services de l'état civil aujourd'hui, est-ce que ces services-là sont tous les à hôpitaux. Proximité? Il y en a dans quasiment tous les hôpitaux. Il faut aller voir d'abord ce qui se passe. Il faut aller voir. Il y a des naissances qui sont délivrées aujourd'hui, mais plus tard, lorsqu'on veut faire des dossiers, on dit non. Il faut aller au service des nationalités ou bien au service des passeports pour voir ce qui se passe. Mais c'est inadmissible. Nous, au PPI, nous appelons vraiment à une réorganisation de l'état civil pour que cette question du fichier soit réglée de fond en comble. Bon, tout compte fait, ce que nous pensons, ce fichier que nous avons aujourd'hui n'est pas un fichier fiable. Et il faut que nous prenions le temps de pouvoir la réviser au fond en prenant en compte tous les aspects. Alors, ce que vous évoquez, c'est peut-être bien, mais ce n'est qu'une question de logiciel. Pourquoi ça devrait prendre tellement de temps? Mais ça doit prendre tellement de temps parce que pour que nous puissions avoir un fichier assez propre, il faut mettre à contribution tout le monde. Et il faut une sensibilisation parfaite pour que lorsque les révisions vont commencer, toutes les populations sont concernées. Il y a quand même déjà l'OIF qui a une certaine expertise en cette matière. On se rappelle, elle était déjà là en 2015. Elle a même travaillé sur le fichier du Mali. Donc, on a de l'expertise, des gens qui peuvent faire le travail en 2-3 semaines. Alors, est-ce qu'il y a nécessité de tergiverser sur cette question pour la faire durer dans le temps? Bon, je me réjouis que l'OIF, quand même, je crois que c'est en 2015, avait reconnu que le fichier togolais n'est pas un fichier fiable. Mais bon, de façon consensuelle, les acteurs politiques sont entendus pour aller aux élections avec ça. Mais c'est le moment aujourd'hui de pouvoir réviser de fond en comble ce fichier pour que désormais les acteurs politiques ne reviennent plus encore sur cette question. Alors maintenant, pour vous, au-delà de la date du 20 décembre, est-ce qu'il y a eu d'autres insuffisances dans la feuille de route? Bon, au niveau, nous avons cru comprendre au niveau de la feuille de route que la CEDEAO appelle désormais à un dialogue inclusif. Ça a été déjà notre point que nous avons soulevé lors de notre conférence de presse du 14 avril 2018 et réitéré encore dans notre note que nous avons envoyée au facilitateur au président ghanéen Nana Akufo-Addo. Nous avons relevé un certain nombre de choses. Et nous avons fait également des propositions. Bon, parmi ces propositions, nous sommes revenus sur la question du fichier. Nous sommes revenus sur la question fondamentale de la recomposition de la CENI. Et également sur la question de la Cour constitutionnelle. Alors, je voudrais d'une manière résumée. Qu'on traîne un peu sur la question de la recomposition de la CENI. Elle a quel problème, cette CENI? Vous voyez aujourd'hui, est-ce que tous les acteurs politiques se retrouvent au niveau de cette CENI? Mais les places sont vides là. Il y en a 13 sur 17. Le problème du Togo aujourd'hui est un problème électoral.
Et nous savons que la CENI est l'institution au centre oui, mais de ce problème. Est-ce que ceux qui y sont légalement n'ont pas le droit d'y être? Parce que la procédure a été respectée. Effectivement, la procédure a été respectée. La majorité parlementaire a désigné ses 5, l'opposition parlementaire a ses 3, la société civile en a 3, l'administration en a 1. Il ne manque que enfin, il y a aussi l'UFC qui a envoyé 1. Il ne manque que 4 des autres partis de l'opposition parlementaire. Oui, nous savons que cette composition, ça relève des négociations. Il y a l'APG. Au niveau de l'APG. Mais aujourd'hui, c'est à revoir. De la recomposition de la CENI. Qu'est-ce qu'on veut dire en fait? De chasser ceux qui y sont là et de mettre de nouvelles personnes? Non, on n'a pas dit de chasser. Mais nous demandons seulement à revoir la manière dont elle est composée. C'est-à-dire? Lorsque nous prenons cette CENI-là dans l'ensemble, nous voyons que la grande partie, c'est le pouvoir qui se taille la part du lion. Le pouvoir dit le contraire. Oh non. Parce que le pouvoir dit, je n'ai que 5. Nous connaissons déjà les... Enfin, je n'ai que 5 de la majorité parlementaire et peut-être à tort ou à raison, celui de l'administration peut être considéré comme du côté du pouvoir. Mais on a 3 de l'opposition extra-parlementaire et 5 de l'opposition parlementaire, ça fait 8. De toutes les façons, nous ramenons cette question de la CENI pour que ça soit l'objet d'une discussion franche entre les acteurs politiques. Nous estimons que malgré que cette CENI que nous avons aujourd'hui émane de l'accord politique global, aujourd'hui il y a des choses quand même à redire par rapport à cette CENI, par rapport à sa recomposition. Est-ce qu'on va tout le temps remettre en cause des accords? On a fait un accord et puis quelques années après on dit non, il y a tel problème, on doit encore remettre cela en cause. À partir du moment où c'est cette structure-là qui est au centre des problèmes après toute élection. Est-ce que c'est la structure ou c'est les personnes que vous évoquez? Mais les personnes, ce sont les personnes qui font la structure. Ce sont les personnes qui composent cette structure. Alors, pour vous, au PPI, quelle est peut-être la solution pour vous? Quel genre de composition faut-il pour la CENI? Nous avons proposé une composition paritaire entre le pouvoir et l'opposition, et avec peut-être une personne qui soit nommée par les facilitateurs. C'est-à-dire, vous voulez 8 aujourd'hui, nous nous réjouissons que la CEDEAO a décidé que cette CENI soit appuyée de façon technique oui, par rapport aussi à cette commission, à ce comité de suivi. Pour nous, ce comité de suivi doit avoir un rôle très actif et non un rôle passif au niveau de la CENI. Donc, c'est pour dégager toutes les suspicions. La question de la CENI, est-ce qu'on ne se bat pas avec le vent, en fait? Mais comment se battre avec le vent? Mais c'est ce qui va être fondamental pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur. C'est ce que nous proposons. Mais si nous laissons la CENI actuelle en l'état, nous risquons d'aller aux élections et demain encore, les mêmes problèmes que le Togo a connus et est en train de connaître actuellement vont ressurgir. La contestation des élections. Alors, il faut s'entendre sur un minimum. Nous avons entre-temps proposé même qu'il faille que cette CENI-là travaille sous la coupole d'une organisation internationale. Et c'est ce schéma encore qui est revenu. Ce schéma est revenu. On nous dira que le Togo est un État souverain, mais nous ne disons pas que nous allons vendre notre souveraineté. Non. Mais par rapport à ce qui se passe au niveau de cette CENI, aujourd'hui, je pense que la question est nécessaire. Quand vous suivez un peu le débat qu'il y a au Mali aujourd'hui, est-ce que vous ne vous dites pas aussi, peut-être que dans la classe, le Togo n'est pas un si mauvais élève? Le Togo n'est pas un si mauvais élève, mais nous n'allons pas voir ce que les autres font. Parce pour que dire je rappelle qu'aujourd'hui, au Mali, on pose la question du fichier électoral. Effectivement. Au Bénin, le COSLEPI est en souffrance. En Côte d'Ivoire, on pose la question de la CENI. Alors finalement, au Togo, on jette l'enfant avec l'eau du bain. Mais nous devons trouver des problèmes à nos solutions. Mais quitte au Mali également, de pouvoir trouver les problèmes, les solutions plutôt à leurs problèmes. Mais chez nous, au Togo, nous savons que la CENI a été toujours contestée. Vous voyez le cas de la CENI et Tabiou, ce qui s'est passé lors de la proclamation. Mais ça n'a pas honoré notre pays, le Togo. On s'accroche peut-être un peu trop à ça, sans savoir peut-être, comme le disent certains, il y a eu du cinéma derrière, on ne sait pas. Est-ce que c'est ça qui met en faux la CENI en tant qu'institution? Bon, ce n'est pas en tant que tel. Ça veut dire qu'il n'y a pas la CENI de Tabi n'a pas travaillé avec une certaine harmonie. Mais s'il y avait une harmonie, une entente. Même avant Tabi, je pense, la CENI effectivement, était au cœur des polémiques. Je me réfère seulement à la dernière. Finalement, c'est peut-être un problème de confiance entre acteurs, quelle que soit la tête de celui qu'on mettra là-bas. Certains disent que même si on déposait Jésus-Christ, il y aurait contestation. Mais voilà, vous avez touché le nœud même du problème. Voilà, c'est le problème de confiance. Mais c'est ce à quoi nous nous appelons. Que nous puissions avoir travaillé dans un certain sens pour que la CENI que nous aurons soit une CENI
qui soit accepté par tous les acteurs politiques. Pour qu'au lendemain des élections, nous ne puissions encore rester là à nous tirer dessus. Alors, vous voulez évoquer aussi la Cour constitutionnelle? Oui. Au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons déjà proposé lors de notre conférence de presse et puis dans notre note que nous avons écrite au facilitateur, nous avons émis le vœu que le président de la Cour constitutionnelle ne soit plus nommé par le chef de l'État. Ouais. Parce que nous savons ce que c'est. Bon, c'est vrai que beaucoup trouvent que c'est une incongruité que le président de la République nomme le président de la Cour constitutionnelle qui est censé valider les Parce que résultats. Moi, si vous me nommez, je vous dois. Et parce que je ne peux pas travailler en toute liberté. Oui. Donc, c'est cet aspect que... C'est-à-dire vous pensez qu'il doit être élu par ses pairs? Il doit être élu. C'est ce que nous avons proposé. Il faut que le président de la Cour constitutionnelle soit élu par ses pairs. Voilà notre proposition. Ça règle le problème? Non, effectivement, ça ne règle pas le problème. Aujourd'hui, la C14 a soulevé quand même la recomposition. Et je pense que la CEDEAO également est revenue sur cette question. Si je vous pose la question de cette façon, je vais encore donner un exemple d'un pays voisin, le Bénin, où là-bas, dans la Constitution, il est clair que le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, mais le président actuel, c'est celui que le président a voulu qu'il soit président. Donc, ça ne règle pas en fait le problème. Bon, ça ne règle pas le problème, mais au fait, ça enlève, au moins, ça diminue au moins les suspicions par rapport à cette institution. Un président qui est nommé, un président d'une institution nommée par le président de la République, qui a une voix prépondérante également. Je pense que ça ne donne pas une bonne image de cette Cour. Et toute décision de cette Cour peut être objet de contestation de la part de la classe politique. Ça ne vous pose aucun problème? Nous, au niveau de la composition, nous n'avons pas de problème. Mais nous disons qu'il ne faudrait plus que le président de cette Cour soit nommé par le chef de l'État. Alors maintenant, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la feuille de route de la CEDEAO soit un succès? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui même, les consultations ont débuté entre la C14, le UNIR et puis une délégation de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit une réussite? Bon, je pense que pour une réussite de cette feuille de route, il faut mettre tous les acteurs ensemble. Il faudrait que nous soyons un pour reconnaître que la classe politique togolaise a échoué. Oui. Et le parti au pouvoir, le gouvernement et la C14. Échoué dans quel sens? Par rapport à la C14, je pense qu'ils ont voulu ce dialogue au début exclusif, en mettant de côté certains partis politiques de l'opposition. Mais tenez-vous bien, les propositions que le PPI a eu à faire, dans sa note adressée le 2 mai aux facilitateurs ghanéens, et aussi les propositions des centristes. Mais vous voyez que la grande partie de ces propositions ont été reprises intégralement par la feuille de route au niveau de la CEDEAO. Mais si ces acteurs que vous avez mis sous le carreau étaient présents, étaient acceptés au niveau du dialogue, je pense qu'ils vont quand même contribuer à la décrispation. Mais on ne devait pas arriver. Ces acteurs n'ont pas fait le macadam. Bon, c'est vrai, mais ce que nous avons constaté, nous avons regretté, c'est que le pouvoir et la coalition se sont ligués pour mettre de côté certains partis politiques. Mais aujourd'hui, ce que ces partis politiques-là qu'on a mis sur le carreau avaient évoqué comme solution, c'est ça encore qui est revenu. Alors on devait faire économie de certaines énergies pour aller plus vite. Donc aujourd'hui, nous disons au PPI qu'il faut mettre alors tous les acteurs politiques ensemble. Nous avons échoué, il faudrait qu'on accepte. Tous, mais qui? Il y a 100 et quelques partis politiques au Togo. Oui, bon, au fait, nous disons la classe politique, y compris nous, qui n'avons pas fait partie également du dialogue. Il faudrait qu'on... La classe politique, elle est nombreuse, si vous permettez que je le dise comme ça. Elle est nombreuse. Bon, il y en a beaucoup de partis au Togo. C'est toute cette classe politique. Qui va-t-on appeler et qui va-t-on laisser? Là, peut-être on va dans un format de conférence nationale. Un format de conférence nationale, il y a combien de partis politiques? À peine 113 partis politiques. 113 personnes. Oui, 113 partis politiques. Je pense que le gouvernement connaît les partis politiques qui sont actifs qui sont encore en activité sur le terrain. Il y a des partis politiques que je retrouve dans la C14, mais bon, je ne suis pas là pour parler en leur nom, mais depuis que ces partis existent, avez-vous vu une activité de ces partis politiques? Vous pensez à qui? Bon, je n'ai d'experts, mais ces partis se reconnaissent. Mais nous voudrons que ce dialogue soit inclusif. Et aujourd'hui, pour que cette feuille de route réussisse, il faut que le dialogue que la CEDEAO a voulu permanent soit également inclusif, pour apporter sur la table toutes les opinions, afin que chacun puisse apporter du sien. Et nous faisons appel au gouvernement, à la C14, à tous les partis politiques,
de faire tout possible pour que ce dialogue soit le dernier, pour que nous puissions aboutir à une solution et qui puisse sortir les Togolais de la misère. Parce que nous, au PPI, les Togolais, pour les Togolais aujourd'hui, le vrai problème, c'est le problème de justice. Oui. Le vrai problème pour les Togolais, c'est le problème, la question de la vie équitable pour tous. D'accord. Alors maintenant, au-delà de ça, de cette consultation qui s'est ouverte aujourd'hui, où vous voulez que le dialogue soit inclusif, vous avez vu aussi le communiqué de la coalition qui reconnaissait qu'il y a un certain nombre d'insuffisances, notamment sur la question de la non-candidature au pas du chef de l'État, etc. Pour vous, c'est des zones des zones que la CEDEAO aurait dû éclairer? Bon, je pense que nous avons, au PPI, nous avons adopté cette position. La CEDEAO a fait ce qu'elle a pu. Elle ne pouvait pas aller au-delà de ça. Et par rapport à ce que la coalition relève comme insuffisance au niveau de la feuille de route, je pense que ça n'engage qu'elle. Nous ne voyons pas le problème de ce côté. Pour nous, la question de la candidature du chef de l'État ne relève pas du ressort de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas à venir imposer au chef de l'État non, ne va pas aux élections en 2020. C'est pas possible. Et je pense que tous les acteurs politiques togolais le savent. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, on veut revenir toujours sur cette question. Nous avons relevé ça depuis le 14 avril, que c'est une question qu'il faut mettre de côté, à régler par un accord politique. Et en plus, je pense que la C14 est revenue également sur le gouvernement de transition. Quel est votre avis là-dessus? Nous disons que ce schéma n'est pas possible actuellement. Ce schéma n'est pas envisageable parce que le Togo n'est pas dans une situation qui exige un gouvernement de transition. Non, pourquoi? Nous avons condamné cette attitude-là de la classe politique togolaise qui récupère la lutte du peuple et négocie après des postes pour pouvoir surfer sur le dos de la population. Moi, c'est ce que nous pensons. Oui, mais je pense que dans le communiqué même de la CEDEAO, je pense que le premier terme disait, parlait de la disponibilité du chef de l'État, son ouverture à travailler avec l'ensemble de la classe politique. Les gens comprennent ça comme un gouvernement de transition déguisé. Non. Mais nous avons vu que le chef de l'État est ouvert. Même s'il doit travailler avec certains, ce serait alors un gouvernement d'union, un gouvernement d'ouverture et non une transition. Le PPI ne s'inscrit pas et ne s'inscrira pas dans cette logique. D'accord. Et puis, en dernier ressort, je voudrais aussi peut-être que vous vous prononciez sur ce débat, sur différents aspects du communiqué. Il y en a qui disent une chose, notre communiqué qui dit une autre chose, et puis la version anglaise qui diffère des versions françaises. Oui, nous avons également cet aspect de la chose, mais tout compte fait, nous ne voudrions pas que les Togolais continuent par polémiquer. L'esprit, que ce soit le premier document ou le second document, le document paraphrasé par les chefs d'État, la version anglaise, ou bien la version lue par le ministre des Affaires étrangères, l'esprit quand même est là. Et nous devons taire toutes ces gymnastiques qui ne font que perdre du temps. On est quand même sur un terrain politique et il faut, c'est vrai, vous parlez de gymnastique, mais le diable se cache dans les détails. Bon, effectivement, nous devons aller au-delà de ces gymnastiques, poser la balle à terre. L'essentiel des recommandations se trouve au niveau des deux feuilles, des deux documents qui sont sortis. Donc, nous appelons les Togolais à faire vite. Parce que nous avons déjà perdu une semaine. Nous devons commencer très tôt pour que, si possible, comme les gens le souhaitent, la date du 20 décembre puisse être respectée, même si au PPI, nous pensons que cette date est une date indicative. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est la bonne période qui s'ouvre maintenant, c'est-à-dire au-delà, avant le 31 juillet, toutes les tergiversations qu'on a eues, c'est le bon moment maintenant, tout le monde sait sur quoi travailler maintenant? Je pense que tout le monde sait sur quel élément, sur quelle base il faut partir. À partir du moment où cette feuille de route-là nous sert de repère, je pense que nous n'allons pas travailler au-delà, exiger encore au-delà de cette feuille de route. Je pense que cela ne va pas faciliter la mise en application de cette feuille de route. Nous devons rester. Heureusement que nous avons encore l'assistance de la facilitation qui est là à chaque fois pour guider les acteurs politiques pour une sortie rapide de crise. Abel Hessou Ouiao Badassé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité PPI. On va maintenant observer la pause et après, regard croisé.